Bonjour à tous. Je vais vous faire moi un petit point sur les discussions qui sont en cours dans ces semaines extrêmement chargées de séances publiques. D'abord sur les soins palliatifs et ensuite sur la fin de vie. Nous avons, comme vous le savez, terminé l'examen de la proposition de loi sur le développement des soins palliatifs. Nous voulons ici redire notre préoccupation sur l'insuffisance et l'inégale répartition des services de prise en charge de soins palliatifs. Et nous avons toujours considéré que c'était un sujet majeur. Il y a 22 départements qui ne sont dotés d'aucun service de soins palliatifs. Et c'est un débat à la fois connexe, mais évidemment qui se réinvite beaucoup à l'occasion des débats sur le deuxième texte qui concerne la fin de vie. Nous souhaitons rappeler que sur le sujet des soins palliatifs, nous voulons garantir l'effectivité de ce droit et qu'elle est évidemment conditionnée à la mobilisation par le gouvernement de moyens financiers. Et nous avons maintes fois rappelé que ce sujet reviendrait sur la table, évidemment, au moment d'une discussion sur le PLFSS 2026. Nous avons adopté samedi l'article ouvrant le droit à l'aide à mourir et nous avons débattu longuement des conditions pour y accéder et nous recommencerons cet après-midi et encore dans les prochains jours puisque de mémoire il doit rester un peu plus de 1400 amendements même si nous avons plutôt bien amené. Nous avons débattu longuement sur les 5 critères pour accéder à ce droit à mourir, avec pour nous 2 enjeux que nous souhaitons rappeler. D'abord, rappeler que cet accès à mourir, il est strictement encadré par ces 5 critères et que nous avons été nous-mêmes très vigilants à ce que ce droit à mourir fasse l'objet d'un encadrement très strict et regretter à de maintes occasions qu'il soit évoqué en séance des faux arguments ou en tout cas des arguments qui ne correspondent pas à la réalité des 5 critères exigeants qui sont proposés dans ce texte. Deuxièmement, nous souhaitons nous assurer que ce texte soit une vraie avancée et nous sommes évidemment vigilants au détricotage assez méthodique qui est tenté en tout cas par des centaines et des centaines d'amendements sur des sujets, des cas particuliers qui nous paraissent fallacieux. Nous avons évidemment regretté qu'il y ait certains reculs qui aient été constatés en séance, mais c'est d'une certaine manière aussi le prix de nos débats. On doit dire d'ailleurs que les débats, s'ils sont parfois exigeants, parfois un peu malhonnêtes, ce sont de bonne tenue. L'état d'esprit dans l'hémicycle est, je crois, très respectable et je dois dire moi à titre personnel que c'est la première fois y compris que je vois se déployer des autonomies de vote dans les groupes et permettre à chaque député en conscience et en écoutant les arguments de prendre des positions. Nous allons évidemment rester très mobilisés encore dans la semaine, notamment autour de l'article 4 qui est quand même l'article cœur de cette PPL pour des débats qui nous engageront probablement jusqu'à dimanche ou lundi compris. Nous souhaitons évidemment l'adoption définitive et la plus rapide possible de ces 2 textes, regrettant quelques reculs, mais grosso modo, les grands principes que nous avons portés ont été honorés et nous en sommes satisfaits. Merci. Alors, vous savez, on s'est félicité d'une chose, enfin pas nous, certains, ont félicité le Premier ministre, en particulier Bruno Retailleau, pour sa prise de position, sa victoire, la présidence des Républicains. Et dimanche a été marqué par un autre champion de l'outrance, le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il y a une espèce de fuite en avant, puisque Gérald Darmanin a annoncé par voie de presse le garde des Sceaux. Ah, pardon. Excusez-moi, il m'arrive parfois le garde des Sceaux a annoncé donc dimanche dernier la création d'un quartier de haute sécurité pour les narcotrafiquants à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, mais sur le ton de la reconstitution du bagne. Ça n'aura pas échappé que cela ramène collectivement un passé douloureux, là où nous avons exilé, la France a exilé des milliers d'hommes, de femmes condamnés pour des crimes les plus sordides, mais parfois pour purger simplement des peines loin de la société dite civilisée et parfois des détenus politiques. Cette annonce a été évidemment critiquée par l'ensemble des élus locaux qui sont consternés par cette décision, comme nous le sommes, qui ravive non seulement
des formes de néocolonialisme, mais aussi finalement qui malmènent les principes fondamentaux des droits, du respect des droits humains, y compris les conventions européennes. Donc une fois de plus, Gérald Darmanin est dans une course à l'échalote avec Bruno Retailleau et qui privilégie le coup de com', des déclarations à l'emporte-pièce dans le JDD, l'hebdomadaire favori de l'extrême droite, plutôt qu'une action concrète et résolue contre le narcotrafic qui gangrène, y compris dans les territoires ultramarins. On en parlait la semaine dernière avec notre collègue Béatrice B. Alors nous préférons évidemment le droit à l'outrance, et c'est pourquoi nous prenons acte évidemment de la décision du Conseil d'État qui inflige un camouflet au garde des Sceaux, puisque en février dernier, après un article de presse selon lequel les détenus de la prison de 16 près de Toulouse auraient bénéficié de massage, Gérald Darmanin avait publié une circulaire interdisant toute activité ludique. Le Conseil d'État a rappelé à Gérald Darmanin que s'il peut évidemment fixer les conditions d'exercice des activités, ne peut pas interdire des activités conformes au code pénitentiaire, simplement parce qu'elles auraient un caractère ludique. Les activités ludiques ne sont pas un luxe, elles participent évidemment, pour certaines, à la réinsertion des détenus, ce qui doit être notre objectif. Si l'objectif du ministre de l'Intérieur est de favoriser la récidive, on peut aussi le dire. Ce coup de communication, donc, basé sur des fake news, parce qu'il n'y avait jamais eu de massage et soins au visage à la prison de Toulouse-Cesse, avait entraîné donc la suspension d'une activité dans l'ensemble des prisons françaises. Désormais, peut-être que ces différentes activités pourront reprendre sans populisme ni démagogie. Petit point en une seconde sur la situation dramatique à Gaza. 9 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à rentrer lundi dernier. 9 camions, quand on les compare aux 4000 camions qui étaient entrés dans le territoire chaque semaine pendant les 42 jours de cessez-le-feu, c'est évidemment insignifiant. Et ça ne fait que renforcer de l'indignité à cette situation extrêmement dramatique, avec une famine qui ravage la population palestinienne, pendant que l'extrême droite israélienne prépare son projet d'annexion. La France et la communauté internationale doivent agir sans attendre, puisque chaque jour qui passe, c'est un jour de plus pour un cycle de violence et d'horreur. Nous demandons des actions résolues. Alors certes, le président de la République a pris des initiatives, mais il faut aller plus loin. Il faut un régime de sanctions contre le gouvernement Netanyahou. Il faut suspendre, par exemple, l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est ce que nous demandons. Donc il faut des mots forts, mais il faut aussi des actions. Voilà. Et donc à propos d'internationalisme, je vous propose d'accueillir le champion de l'humanisme des socialistes, Dominique Potier. Ah, tu parles. Bon, bonjour à tous. Juste un mot en complément sur ce que tu viens de dire sur Gaza. On est quelques-uns à revenir dans une délégation transpartisane de Cisjordanie et d'Israël. Et on a rejoint la conférence It's Time, et avec tous les partisans de la paix des deux côtés. Et il y a un comité de liaison qui est créé. Vous en avez eu la communication, mais j'en profite pour faire un rappel. Comité de liaison transpartisan de tous les artisans de la société civile et politique qui veulent œuvrer à des solutions de paix en Israël et qui participeront à l'événement qui se prépare en juin à Paris. On avait une réunion de travail hier avec Jérôme Gage, les collègues de Renaissance et écologistes notamment sur ce sujet. Il y a une coalition qui est en train de se monter. Moi, je voulais vous alerter sur la gravité et l'effondrement éthique que représente la décision portée par le président de la République hier au sommet de l'annonce faite à Choose France à Versailles, qui, dans la conférence de presse, a annoncé que non seulement il était pour une simplification et une révision des directives européennes à travers la directive Omnibus sur CSRD, taxonomie des actifs financiers, mais qui proposait que sur la CS3D, donc le devoir de vigilance, elle soit carrément retirée, et ça dans le cadre d'un deal avec le chancelier allemand. C'est pour le moins surprenant d'apprendre cette décision de Versailles à l'Assemblée nationale, qui a vu naître la loi pionnière en France, qui a fait école en Allemagne, qui a fait école dans 8 pays européens et qui est devenue une directive européenne qui, moins d'un an après, sous la pression de l'extrême droite et de Business France, est en cours de révision actuellement. Cette révision visait une simplification où était en jeu, et c'est encore la position d'Éric Lombard qui m'a confirmé ce matin, celle de maintenir la responsabilité civile, de maintenir un corpus législatif qui permette de poursuivre les sous-traitants au-delà du rang 1, etc. Bref, une voie d'équilibre
tout en simplifiant les procédures pour tenir compte du contexte. L'annonce du président de la République vient rompre cette recherche d'équilibre et de compromis portée par les sociodémocrates, le groupe Renew et une partie du PPE au Parlement européen. Elle est pour le moins paradoxale. En tout cas, elle est d'un mauvais présage pour l'avis du Conseil des États qui sera rendu le 3 juin. Je voulais le dire ici avec force, ce serait le renoncement à une Europe qui fasse des questions des droits humains et de la protection de l'environnement, non seulement un fer de lance éthique dans la mondialisation, mais un bouclier économique pour défendre nos entreprises. Je voulais simplement vous alerter sur ce sujet, évidemment en lien avec le cercle du 25 mars que nous avions réuni à l'initiative du groupe socialiste ici, où étaient réunis Marie Toussaint, Pascal Canfin, Raphaël Glucksmann, Sophie Binet, Marie-Lise Léon et beaucoup d'intellectuels. Dans ce cercle du 25 mars va se mobiliser et nous sommes en train de préparer des initiatives de mobilisation, celles que j'ai lancées, y compris sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et sur lesquelles je m'engage personnellement. J'espère que je ne serai pas seul. C'est une marche entre Paris et Bruxelles, s'il faut à pieds nus, pour montrer que les victimes de ce genre de compromis entre l'extrême droite et le business seront les enfants qui quitteront l'école pour retourner dans les champs ou dans les usines. Ce seront l'esclavage moderne dans les lieux d'extraction en Afrique australe, et ce sera les travailleurs de la terre brésiliens qui subiront les affres de cet ultra-libéralisme. Une autre voie est possible. Les socialistes qui sont à l'origine de cette loi continueront à la poursuivre. Ne désespérons pas que l'annonce du président de la République soit contredite par les efforts à la fois des parlementaires européens, de la société civile et de tous les parlements nationaux qui se mobiliseront sur ce sujet capital. Merci. Merci Dominique. Un tout petit mot, je serai avec toi. Un tout petit mot sur les discussions avec le Premier ministre sur la proportionnelle. Le Premier ministre a reçu ce matin Olivier Faure et les présidents de groupe. C'est ce que nous qualifions de premier contact. Le Premier ministre y a confirmé, nous y allions dans une disposition d'écoute. Le Premier ministre a confirmé son intention manifestement d'en faire un sujet prioritaire. Nous lui avons dit que nous attendions plus de précisions sur les projets exacts qui seraient ceux du gouvernement. Et nous continuons notre dialogue au groupe socialiste pour stabiliser une position quand nous aurons compris quelle était et la proposition et la méthode et le calendrier qui serait retenu par le Premier ministre. Le rendez-vous de ce matin n'a pas permis d'éclairer tous ces aspects à ce stade. Donc voilà, nous considérons que c'est une piste de travail, mais elle nous semble encore assez inaboutie. Merci.